le premier chant de l'Énéide, qui est une nouvelle traduction de Dominique Busset. Donc ce n'est pas les vieilles traductions des éditions Budet que connaissent bien les artistes, mais c'est une traduction donc, qui essaye de suivre disons, le rythme poétique de Virgile. Alors l'Énéide, petit rappel historique, l'Énéide, ça commence au moment de la chute de Troie. Donc, un prince troyen qui est né, va quitter Troie avec son vieux père sur les épaules. Toujours dans les classes primaires, on a cette image d'aîné avec son père en chise sur les épaules et qui tient à la main un petit garçon qui est son fils, qui a deux mots. Soit on l'appelle Ascagne, soit on l'appelle Iule. Et la mission d'Énée, en fait, c'est de reconstruire une nouvelle Troie. Il va faire le tour de la Méditerranée avec un gros arrêt en Tunisie, où il va rencontrer Didon. Ça va mal se passer, mal se terminer, en tout cas pour Didon. Mais ce n'est pas ça que raconte le premier chant. Le premier chant va raconter donc cette pérégrination d'Énée en quittant Troie et en se souvenant donc de la destruction de la ville par les armées grecques. En particulier, vous savez, le fameux cheval. Voilà, donc le départ est Miloudus. Miloud Khétib, qui est le comédien qui va lire le texte, est un des acteurs français qui a beaucoup travaillé avec les plus grands metteurs en scène comme Philippe Adrien, Georges Lavelli, Patrice Chéreau, Claude Régier, etc. Donc c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et qui a une manière de dire les textes très proche justement de la scansion, des rythmes poétiques. Voilà, donc pour ce spectacle qui va être donné, je n'ai pas dit les dates, peut-être les 26 et les 27 novembre, au Théâtre Vitesse. Le deuxième spectacle, il est encore au Théâtre Vitesse, c'est Nicole qui va vous parler. Alors, on change de pays. Donc, c'est une pièce russe qui s'appelle Je suis, pianiste en russe, de Tatiana Frolova. Alors, Tatiana Frolova, elle est l'auteur et le metteur en scène, la metteur en scène de cette pièce, donc qui sera en russe surtitré, avec une traduction de l'auteur et de Sophie Gilles. Alors, cette pièce a été écrite d'après les deux textes majeurs de Bernard Noël, le livre de l'oubli et le dictionnaire de la commune. Ces textes interrogent l'histoire, la mémoire et l'oubli. Ces trois thèmes, ces trois sujets seront vraiment dans la trame de toute cette pièce, où on parle du passé, où on parle de la mémoire. En fait, il s'agit de s'affronter à la mémoire russe, et aussi à la mémoire tout court. Il s'agit d'un cheminement parallèle, d'un questionnement parallèle sur la perte de la mémoire individuelle, la maladie d'Alzheimer, et la perte de la mémoire collective. Les deux se rejoignant dans une espèce d'Alzheimer collectif. Donc, une interrogation vraiment actuelle et très intéressante. C'est une production du théâtre de Nam. Le théâtre de Nam, il faut vous en parler un petit peu parce que c'est quand même très particulier. C'est un théâtre russe qui a été le premier théâtre indépendant de Russie en 1985, pas si vieux que ça, dirigé par une femme, puisque Tatiana Frolova est la directrice artistique. Le théâtre CNAM, c'est très particulier parce qu'il est installé à Komsomolsk, sur Amont, qui est une ville qui est un mensonge de l'histoire. Et ce n'est pas pour rien si ce théâtre s'est installé là. Je vous ai un peu de mots. C'est une ville que l'on disait construite par de vaillantes jeunesses communistes à l'époque soviétique. Or, on a découvert que c'était des prisonniers, y compris des prisonniers de guerre, qui l'avaient construite. Donc, cette ville est un mensonge, enfin tellement de mensonges, est le siège de ce théâtre qui lutte justement
justement, pour retrouver une vraie mémoire authentique et véridique. Juste une phrase du théâtre CNAM. Je vous la donne parce qu'elle est vraiment dans la lignée de ce que vous verrez. Il nous dit nous voulons, par une puissante charge émotionnelle, provoquer de réels changements, prendre conscience du prix de la mémoire pour construire ensemble un avenir meilleur, sans évacuer les menaces de cette perte de mémoire collective. Alors, la pièce elle-même, elle est effectivement faite d'extraits des œuvres de Bernard Noël, dont je vais parler, et aussi des témoignages individuels, comme ça, qui sont mis à côté. C'est un travail très innovant, c'est un travail avec des nouvelles formes théâtrales, vidéo, peinture, musique. C'est un travail collectif. Et en conclusion, je dirais que ce qui fait l'intérêt de cette pièce, c'est à la fois l'équilibre entre la charge d'émotion et la charge de réflexion, tout ça sous le signe d'une grande sincérité. Voilà, donc en janvier, moi c'était en janvier 2015, donc avec un spectacle qui va se donner ici. Donc Patricia va vous parler maintenant. Alors, en parlant de sincérité, voilà un personnage bien connu pour sa sincérité, Tartuffe. Voilà. D'un certain Monsieur Molière, très connu. Alors, pourquoi aller aujourd'hui visiter ce classique? Parce que j'ai été séduite quand je l'ai vu, et je suis ravie que ça se passe ici, parce que c'est ici quand même, dans ce berceau, que j'ai pris goût au théâtre. Et j'ai été séduite parce que je suis arrivée, donc c'était à la Cité internationale à Paris, dans une salle plus grande que celle-ci, mais selon cette configuration. Et au sol, il y avait écrit, eh bien, Elmire, Tartuffe, tous les noms des personnages. Il y avait une grande table. Et puis un jeune homme qui était habillé, voilà, comme si moi j'attends. Alors ça m'a rappelé quand même des choses que j'aime bien au théâtre des ateliers. Et puis tout à coup, ce jeune homme, il a commencé le texte. Et là, ça a été vraiment, pourtant je le connais quand même bien, ce texte-là, ça a été la langue qui est venue vraiment me toucher. Un travail sur la langue, sur l'alexandrin, sur le rythme, sur la force du mot, avec simplement un comédien nu qui se laisse regarder et qui saute tel un chat de nom en table, de table en sous-table, qui ressaute sur un nom et qui finit près de vous. Il est dans une très grande proximité avec le spectateur. Et quand ça s'est arrêté, je me suis dit, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'entends ce texte avec une telle puissance que je peux dire qu'aujourd'hui, dans un monde où le mensonge n'existe pas, dans les plus hauts niveaux de l'État, on nous dit que la vérité, on aime de la transparence, on connaît bien. Voilà, je l'ai remercié, et puis quand on s'est retrouvés, je l'ai trouvé percutant aussi, ce jeune homme, voilà, qui débute, qui a déjà travaillé, mais voilà, je ne pourrais pas vous dire, il a travaillé avec des grands, voilà. Et dans sa simplicité, je lui ai dit qu'on avait envie d'accueillir, il a dit oui, et Alain a dit oui. Donc je suis vraiment ravie que ce soit là. Voilà. Ah oui, c'est vrai, vous voyez, il y a quand même 3 séances. Donc il y a de la place, donc n'hésitez pas d'en parler, n'hésitez pas à amener, alors pas de tout parce que du coup c'est la langue, mais je vous dis, il y a une jolie chorégraphie, quoi. Enfin, quand je dis jolie, j'aime pas ce mot, une chorégraphie pertinente, parce qu'elle est au service du propos. Voilà. Donc, il y a de la place encore. N'hésitez pas à en parler autour de vous. J'ajouterai une chose, c'est que c'est la version supposée, parce que personne n'en connaît vraiment le texte, la première version du Tartuffe. Vous savez que le Tartuffe a été joué une seule fois en 1664 et qu'il a été, à l'issue de la représentation, interdit et que Molière l'a
l'a transformé en 5 actes par la suite. Donc la première version, c'est une version qui a été reconstituée par des érudits d'après ce qu'on sait de ce qui a pu se passer à cette époque. Elle est beaucoup plus grinçante. Elle est plus resserrée aussi. Oui. Il y a que 3 actes. Oui, oui. Voilà. Donc on va sauter, on saute le mois de février, parce qu'on devait avoir un spectacle en février, en fait il a été déplacé au mois d'avril, Nicolas nous en parlera tout à l'heure. Comme il y a aussi des vacances d'hiver en février, c'est difficile de caser quelque chose. Donc on va passer au 18 mars avec un texte d'Anok Levin. Anok Levin qui est un auteur israélien qui est mort relativement jeune puisqu'il est mort en 1999, je crois. Il était né la même année que moi, c'est dire. Il est mort jeune. Il était même. Alors qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte une drôle d'histoire. C'est un vieux mendiant qui a économisé 3 sous. Il a 70 ans, ce vieux mendiant. Et c'est le jour de son anniversaire, il a économisé 3 sous pour se payer une prostituée. Et il va discuter le prix. Parce que, ce que propose la prostituée, ce que propose la dame et ce qu'il a dans la poche, c'est un peu, bon, c'est pas tout à fait adéquat. Donc, quand ils sont d'accord, ils passent à l'acte, si je puis dire, et puis il n'y a pas d'acte. Il a payé et rien. Alors il se dit quand même, c'est bête, j'ai un fils, il a un peu perdu son fils, il va voir son fils, il lui dit, écoute, j'ai payé, prends ma place. C'est le thème de départ. Je n'en dirai pas plus sur l'histoire, vous la découvrirez. Ce n'est pas du tout une histoire de sexe, même si le sexe est très cru, très présent, mais c'est plus une histoire d'argent, de vie et de mort. Hein, c'est très métaphorique, hein, vous le découvrirez. C'est un spectacle qu'on va donner au théâtre Vitesse une seule fois. Donc le 18 mars. Le metteur en scène, c'est Laurent Gutmann. Laurent Gutmann a dirigé des grands théâtres, en particulier le Centre dramatique de Thionville. Et il vient donc, il fait une belle tournée avec ce spectacle. Voilà pour la putain de Loyo. Ensuite, Pantagruel. Alors Pantagruel, c'est présent par l'auteur. Virgile, il est assez connu. Pantagruel, c'est évidemment, c'est pas tout. Pantagruel, ce sont des extraits. J'ai noté au bout de ma feuille à peu près ce qui est raconté. Il y a donc la naissance. Quand ceux qui mangent, et Dieu sait s'ils mangent beaucoup, sa soif mais de connaissances, hein, la découverte de Paris, les conseils de son père Gargantua pour son éducation, pour ses études, la rencontre évidemment avec Panurge, et le voyage qu'ils font vers ce pays bizarre où les mots sont gelés. Et puis, ça va se terminer par le voyage intérieur dans le corps de Pantagruel. Alors, c'est un spectacle que je suis allé voir à Montpellier. J'en étais tellement emballé que je me suis précipité de retour à Aix sur le téléphone pour avoir le spectacle à Aix, et on m'a dit, mais il est déjà. Au théâtre du Jeu de Paume. Alors, j'ai repris mon téléphone, j'ai appelé le directeur du théâtre du Jeu de Paume. J'ai dit, Dominique, est-ce que tu serais d'accord pour que puisse avoir des places. Donc on a des places, hein, parce que ça a été pris d'assaut. Donc nous on a 60 places par soirée, réparties dans le théâtre. Alors ce sont les prix réduits, qui pour nous sont très élevés, mais les prix réduits du théâtre du Jeu de Paume. Ce ne sont pas nos prix, mais il faut accepter la chose, c'est comme ça. Donc voilà, Pantagruel. Alors il y a un acteur qui est formidable, hein, qui est très... Le seul mot que je trouve, c'est rabelaisien. Pas du tout. Il y a, pour l'accompagner, il y a 2 musiciens, mais ce n'est pas des musiciens qui jouent dans un coin, ce sont des musiciens qui jouent avec lui, qui l'accompagnent, qui se costument également, non pas en musiciens habituellement, mais qui ont des costumes. Alors on ne peut pas dire que ce sont des costumes d'époque, ça ne veut rien dire les costumes d'époque.
c'est irracontable, il faut voir ça. Et le soir où j'y étais, moi, à Montpellier, il y avait des scolaires, je me suis dit, oulala, les scolaires, Rabelais, ils détestent Rabelais. Franchement, ils détestent. Ils ne comprennent pas cette langue. Et c'est même pas une langue traduite, ce n'est pas une langue modernisée, c'est la langue du texte initial. Ben, les scolaires à la fin étaient debout, d'abord ils n'ont pas quitté les mots pendant tout le spectacle, et ils étaient debout, ils ont fait une ovation au public. Il n'est pas miroir qui rentre. Alors, une dernière chose sur ce spectacle, c'est que nous l'avons mis en option. D'abord parce qu'il est déjà dans la programmation du Théâtre du Jeu de Paume, donc certains d'entre vous auraient pu la voir, et d'autre part, parce qu'on a peu de place, donc comme c'est en option, on va réserver les places aux gens qui sont adhérents, c'est-à-dire qui ont pris déjà un autre spectacle, ou des gens qui sont abonnés. Et s'il nous reste des places sur les listes d'attente, on vendra, s'il en reste, donc les dernières places, disons une semaine ou deux avant le spectacle. Voilà pour ce spectacle. Le suivant, Nicole va nous l'entretenir. Alors, on est à Days of Building. Avant, je vais parler de la FATP, puisque, comme chaque année, vous savez, nous programmons une pièce qui est le choix de la FATP. La FATP, c'est la Fédération des Amis du Théâtre Populaire. Donc, l'association. Oui, alors, j'ai trouvé les deux. Hein. Ah oui, c'est pas mal, hein. Oui, mais c'est l'association. C'est l'association, pas pour association. Donc, alors, rapidement, vous savez que les ATP ont toujours un soutien à l'écriture contemporaine. Comment? Eh bien, en choisissant, comme chaque année, en choisissant un texte sur une sélection parmi plusieurs textes. On y est en plein en ce moment, c'est un gros boulot, 50 pièces et dossiers nous sont arrivés, il faut choisir. Donc après différents filtres, nous choisissons donc une œuvre théâtrale qui est contemporaine, qui est originale, qui est francophone, et que nous choisissons donc sur lecture par envol avec les représentants, et qui sera donc coproduite et qui tournera dans les théâtres. Donc c'est un choix, c'est un risque que nous prenons et que nous assumons. Cette année, c'est Days of Building. Alors, c'est l'auteur Fabrice Melchior, c'est à peu près sa dernière pièce, elle a été en 2010, je crois, ou l'avant-dernière, quelque chose comme ça. C'est un jeune auteur qui a travaillé avec de Marcinetta dans le collectif de la Comédie de Reims, par exemple, qui a été intéressé dès le début par la jeunesse, par l'enfance même, puisqu'il a commencé par des textes pour enfants. Ensuite, il s'est intéressé à l'adolescence. L'adolescence l'intéresse, mais je crois que ce qui l'intéresse essentiellement, c'est le problème posé par le mal, mais sans s'enfermer dedans. Les problèmes sont posés d'une manière très ouverte. Le metteur en scène est Mathieu Roy, c'est aussi un jeune metteur en scène, qui a travaillé aussi avec les plus grands, on peut citer Granchek, Massiaf Ringhoff, Paulra, Bernard Simonda aussi, ça fait bien entre les deux. Et il nous dit privilégier un théâtre immersif à la portée de tous. Alors, la pièce, je n'oublie pas de dire qu'elle est en partenariat avec le théâtre des ateliers, très important. J'ai oublié tout à l'heure pour l'autre de dire que c'était avec une pièce. Donc là, avec les théâtres des ateliers, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est une rencontre entre un auteur qui est en résidence d'écriture dans un collège de banlieue très banal, et deux adolescents, un garçon et une fille. De cette rencontre va naître, pas voir l'histoire bien sûr, et cette rencontre va bouleverser la vie et le comportement des personnages, va les mettre face à eux-mêmes. Voilà. C'est une pièce qui est très, très construite, très bien articulée, en deux parties, très équilibrée, avec un espace sonore aussi que vous découvrez qui est très important et très intéressant. Les problèmes soulevés sont graves, notamment
parler du suicide des adolescents, mais Melchior n'oublie jamais l'humour, l'humour on peut voir quelquefois, mais aussi, et c'est très important, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup d'imaginaire, poésie des mots, poésie des mots par exemple, qui est tout le temps là. Il va nous parler aussi pas que du suicide des adolescents, il va y avoir la question de la transmission, de la difficulté, et aussi le problème de la création, plus particulièrement la création littéraire, en gros, sur quoi écrire. Et finalement, comment vivre et comment trouver sa place dans le monde qui nous est proposé. C'est encore un des problèmes de l'adolescence. En conclusion, on peut dire que c'est un théâtre qui est propice au débat citoyen. Entre les générations. Et j'espère que ça cheminera chez vous comme ça a cheminé chez vous. Voilà. Juste un petit détail, le Jazz of Nothing est un titre d'un morceau rock. Alors, le dernier spectacle d'un auteur et d'un metteur en scène, puisque c'est la même personne, qui est Madante, qui est déjà venue 4 fois à l'ATP. Je vous rappelle, le spectacle était El Palermo, c'était en octobre 2007. Dans la même soirée, un peu plus tard, un an plus tard, il y avait Michel Di Sant'Oliva et Vitania. Et puis, ça c'était au Théâtre Vitesse, et on avait fait ensuite au Pavillon Noir, Carnet Série. Donc c'est le cinquième spectacle, donc les Sorel Macaluso, dont va vous parler Patricia. Et j'ajouterais que, pour faire le lien avec ce que vient de dire Nicole, c'est que Mathieu Roy était programmé au Festival IN, bien sûr, d'Avignon cet été, et les Sorel aussi, très difficile d'avoir des places. Alors, ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons pris Madante, c'est simplement qu'Madante, en tant que metteur en scène, vraiment fort et incontournable. Voilà. Et puis, elle a l'avantage d'être italienne, et moi aussi. Il y a des fois des programmations comme ça. Et voilà. Même si je suis une italienne du Nord, j'ai une vraie passion pour Madante parce que les Sorelle Macaluso, vous verrez, ce sont 7 filles qui sont donc sœurs. Et qui, comme on est en Italie, on a toujours des histoires de famille, mamma mia. Voilà. Alors en Italie du Nord, c'est déjà assez chargé, mais alors à Palerme, c'est très, très chargé. Voilà. Et Madante est une femme qui creuse la clé de l'appartenance à une Italie quand même qui oscille entre la révolte et la tradition qui, je crois que dans le Nord on ne s'en rend pas trop compte, mais quand on va un peu dans le Sud, il y a encore des traditions qui tirent vers le secret, vers des choses qui vous empêchent de laisser pousser vos ailes. Et ce que j'adore dans son théâtre, c'est qu'elle orchestre le tragique, le comique, le léger, le grave, le lourd, voilà. Et là, vous allez voir, il y a une rencontre entre les vivants et les morts, parce que vous verrez ce qui arrive à ces Sorel, une histoire tragique, dans laquelle, comme dans toutes les tragédies familiales, évidemment, on renvoie les responsabilités. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces mortes sont plus vivantes que ces vivantes, et elles dialoguent de façon extraordinaire. Alors, certes, c'est en palermitain. En bonne piémontaise, je ne parle pas de palermitain du tout, mais par contre, je pense qu'il ne faut pas chercher, elle a un théâtre très physique, très visuel, très corporel. Laissez-vous bercer par les sonorités. J'avais fait quand j'étais fort jeune un stage avec Alain, qui m'avait beaucoup plu, où il nous avait emmenés sur Avignon écouter des textes dans une langue étrangère, et notamment en allemand. Alors là, en allemand, c'est même pas la peine. Et c'était très curieux de voir à quel point, si on est là attentif à une langue, eh bien, on la reçoit et on se raconte quelque chose. Voilà, et on la reçoit pas forcément, ça peut être dans le cœur, dans le ventre, dans la tête, dans le sexe. Alors,
l'italien, je ne sais pas où ça vous parle, moi ça me parle beaucoup. Mais voilà, je pense qu'on finit avec un festival qu'il ne faut surtout pas rater. Précipitez-vous, il est en option ce spectacle et on le fait donc en partenariat pour accueil avec le pavillon. C'est quand même surtitré. Oui, c'est surtitré, mais je pense qu'il ne faut pas s'approcher. Voilà, c'est pas grave si vous n'avez pas saisi. Voilà, vous saisirez. Oui, avant de donner la parole à deux choses importantes sur cette saison 14-15, c'est que nous avons un site, mais vraiment qui fait beaucoup d'envie. Grâce à Jean Raveau, qui est dans notre CA et qui est un orfèvre du site. Voilà, bon, allez-y, parce que c'est très, voilà. C'est très bien fait, parce que vous pouvez voir, vous documenter, lire, retourner, qui on est, voilà. Achetez vos places, réservez, avoir des informations. Voilà, c'est vraiment une mine, comme souvent les sites. Voilà, mais c'est très bien fait. Déjà, des gens se sont abonnés via le site, ils ont dit que ça marchait très bien. Voilà, donc merci encore, on le remercie vraiment beaucoup. Et puis aussi dans nos bureaux, là-bas, dans la petite impasse Gracie, où on passe sur la petite montagne, il est presque, où passe quand même peu de monde, mais pour cause, nous n'avions pas la chance d'avoir encore Renata, qui est là, le lundi et le mardi de 13h à 18h, et le jeudi et le vendredi de 10h à 15h. Pour vous recevoir, pour vous renseigner, pour partager un moment avec vous. Nous avons une bibliothèque aussi que nous avons constituée depuis plusieurs années. Il y a des ouvrages, vous pouvez rentrer, vous asseoir, partager un moment avec elle, lire sur place, lire des textes aussi. Voilà, vous serez les bienvenus. Et puis, comme toujours, le théâtre, ça ne vit que parce qu'il y a des spectateurs et parce que les spectateurs prennent par la main d'autres spectateurs. Alors, merci de faire découvrir et ce lieu et les affecter à vos amis. Vous avez tous un programme. Il y a deux plaisirs quand on dirige un lieu de création, c'est faire des choses habituelles qui marchent bien, qu'on reprend, sur lesquelles on devient un peu rodé, où le public nous suit, et faire des choses nouvelles. Et j'ai essayé d'avoir ce plaisir cette année. Voilà, donc je vais vous en parler après. Si vous voulez suivre, c'est plus visible parce que on veut tellement montrer qu'on fait des choses qu'on n'arrive pas. Voilà. Donc c'est prévu avec une. Je pensais mettre une petite coupe fantastique dans les codes. C'est sympa, voilà. C'est fantastique. Si étant dit, il y a le temps, on a envie de communiquer. Donc voilà, c'est envie ici, mais bon. La photo, cette année, c'est le théâtre. On va profiter quand même que moi, je suis toujours ému d'avoir un lieu. C'est vrai qu'on s'est construit, mais le théâtre, c'est non seulement désigne l'art, mais aussi le lieu. Et je crois qu'à un moment donné, le lieu devient l'espace de l'imaginaire et de la création. Qui fait que... Alors, Gilles Joly, qui est là, qui enseigne, il y a quelques années, qui enseigne au second, il a ramené des textes des secondes du lycée Cézanne, qui ont fait leur première rencontre ici. Et ils ont écrit des textes libres sur ce lieu noir et tout ce qu'il y a. Et c'est impressionnant, d'ailleurs, ça vaudrait le coup, éventuellement, qu'on en ait quelques-uns pour les montrer au public.
tu as dit. J'en ai qu'un. Voilà. Mais c'est assez émouvant de voir que finalement les jeunes adolescents qui arrivent en seconde, qui découvrent ce lieu, le trouvent hyper chargé. Je crois que c'est le propre de tous les lieux de théâtre. Tout ce qui se dit ici, on dit que les murs ont des oreilles en parlant des espions, mais les murs à la mémoire aussi. Et je pense qu'un lieu, à partir du moment où tout ce qui est fait, il est fait avec passion, enthousiasme, bah, il y a des strates qui se mettent en place et qui sont là et pour tous les spectacles qui sont accueillis. Je remercie les ATP parce que ça nous permet d'avoir des spectacles de qualité qui viennent ici. On n'est pas une diffusion vraiment, à part de nos spectacles. Et c'est très important d'avoir des spectacles que financés. Parce que accueillir des gens à la recette, tout ça, c'est quand même beaucoup pratique et compliqué que je trouve ne respecte pas l'artiste. Donc merci de l'ATP. Alors, il y a un bouquin, là, je vais être en vrac parce que c'est le vrac de cette année correspond aussi à un peu mon travail de création, que j'expliquerai après. Là, il y a un bouquin dans la main, c'est un livre de Mario Vargas Llosa, qui est l'invité de la fête du livre. Il y a ici un dernier qui s'en occupe et que je salue. Et j'en ai décidé, puisque chaque année, modestement participe à cette fête du livre en proposant ici une lecture intégrale d'un texte. On va proposer la lecture qui s'appelle L'être un jeune romancier. Et c'est vrai que ce n'est pas un roman. Et j'ai eu envie parce que ça parle de la création. Je trouve que plus ça va, plus comme disait Mouchkine, qu'est-ce que c'est qu'une pièce de théâtre que je monte? C'est une question que je pose sur le théâtre. C'est-à-dire qu'en fait, la fabrication du roman et comment c'est fait, comment on devient un créateur, comment on devient un écrivain, pourquoi on devient un écrivain. C'est très bien raconté à l'intérieur de ce texte. Je ne sais pas s'il y avait un vrai interlocuteur ou s'il a fait une fiction pour écrire ces 12 lettres ou 16 lettres, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est passionnant. Et tous les livres ici, on les a lus, on les a aimés, on les a testés, et on parle, et pourquoi, lui, comment c'est fabriqué, etc. Et alors moi, il m'a fait découvrir une chose que je ne savais pas, que je pratiquais d'instinct, c'est que quand je lis un roman, par exemple, je joue peut-être plus la narration que la partie dialoguée. Alors il serait légitime que les acteurs se précipitent sur les parties dialoguées des textes. Et il explique très bien, il dit le principal personnage d'un roman, c'est le narrateur. Et que tous les autres personnages dépendent de lui. Hein. S'il est mal foutu et s'il serait parti mal dans la narration, le roman boite. Et du coup j'ai eu tout un coup cette révélation théorique sur une chose que je pratiquais, qui est, effectivement, c'est le narrateur qui est essentiel, et que pourquoi c'est si jouissif de dire de la littérature, alors qu'on est tous des gens contents de lire avec les yeux nos textes, pourquoi les combinations parlent de littérature? C'est peut-être que donner un corps à ce narrateur, une voix, c'est assez émouvant. Donc je vous invite le samedi de la fête du livre à venir ici à 20h30 pour écouter cette lecture que je ferai avec un hispanisant, puisque c'est Mario Carré que vous connaissez, qui va venir avec moi le lire, qui dirige le théâtre de Chimère à Bayonne et qui fait un travail aussi très implanté. Et qui fait surtout un festival qui s'appelle le Translatine, qui invite des groupes de théâtre d'Amérique latine et d'Espagne. Tous les deux. D'être un jeune romancier. Je le pose. Ça, c'est une veille théâtrale. Alors, la veille théâtrale, c'est une chose maintenant très récurrente, c'est-à-dire c'est l'intégrale d'un roman. On dit pourquoi l'intégrale d'un roman? C'est un peu comme les cuisiniers. Quand vous prenez une recette, vous essayez de bien faire tout ce qui marche dans la recette, parce que c'est sûr que si vous ratez un ingrédient, peut-être que vous n'allez pas avoir le même goût. Et que le goût dépend de la somme de tous ces ingrédients. Et moi, je ne sais pas où est le petit secret d'un roman. Il est peut-être dans le roman, sûrement, il est aussi à des endroits qu'on enlèverait et qui serait, du coup, enlèverait le goût. Et ce qui est assez passionnant quand on lit un texte entier, et l'année dernière, c'était pendant le cadre de la on a lu 100 ans de solitude avec Jean-Marie, qui est le réalisateur.
J'avais l'impression d'un drôle de voyage. Et effectivement, à un moment donné, je ne sais plus qui disait ça, c'est qu'on écrit avec sa respiration et son rythme cardiaque. Et donc petit à petit, vous apercevez que votre respiration, votre rythme cardiaque en tant que raconteur, diseur, change. Et change selon les auteurs. Comme si effectivement, petit à petit, à force d'être dans la fréquentation de ce texte, au bout de certaines heures, on se met au rythme cardiaque et à la respiration de l'auteur. Oh, c'était un petit peu académique et c'est pas facile. La création de cette année a à voir avec ça, parce que c'est un texte que j'ai écrit parce qu'on avait essayé de dire aux stagiaires, d'évoquer les stages, les trajectoires, mais aussi les élèves de l'entraînement. Donc plutôt que d'improviser par exemple en rupture, en vidant la vision, si je crée une image, tout d'un coup à l'intérieur de cette image, il y a des détails qui se mettent, des histoires qui se créent, et de pouvoir changer. On est éduqué à l'école pour être cohérent, première partie, deuxième partie, synthèse, et je trouve qu'on sait très bien qu'on ne fonctionne pas comme ça, qu'on n'est pas rangé comme dans la bibliothèque, mais jamais par rubrique, mais que Proust nous l'a appris justement toujours le même, que grâce à la Madeleine, ça réveille des circuits qu'on se retrouve tout d'un coup à un endroit qui n'a rien à voir avec la fabrication de Madeleine. Et je trouve que c'est plus intéressant d'essayer de travailler une écriture qui est totalement en rupture et qui va aussi vers moi, cette chose qui me touche, et là, pas de hiérarchie entre les choses, c'est-à-dire que c'est aussi important la conversation philosophique que j'ai avec un ami dans un café, et puis l'unité de la bière qui est devant moi, toutes ces choses-là concourent à faire l'intensité de la vie. Et donc j'ai écrit un texte qui est un petit peu fou dans ce domaine-là, c'est-à-dire qui passe de l'arrivée à la gare de Venise, qui est une gare géniale parce qu'on arrive sur les canaux, à tout d'un coup une pierre dans le jardin que j'avais enlevée et que j'avais mis du gazon, et puis quand j'étais au haut de la fenêtre, je voyais que ça se voyait quand le gazon avait poussé les traces où il y avait des pierres qui avaient été enlevées, et il paraît que c'est comme ça qu'on est archéologue pour retrouver des villas romaines. Par avion, on a découvert plein de villas romaines parce qu'effectivement il y a des traces. Donc cette espèce d'éclatement de la pensée, de rupture, de façon performante aussi. Performant, c'est pas dire que je suis performant, mais il dit à une vitesse où celui qui écoute n'a pas le temps de réfléchir, n'a pas le temps de s'égarer dans ses propres pensées, mais donc de descendre le grand rythme des idées. Et c'est ce que je vais essayer de faire. J'avais déjà essayé de le faire avec le discours de Mathieu Descartes, qui avait Descartes, et qui avait marché, c'est-à-dire que je me suis aperçu que plus on vit un texte, plus on se rapproche de l'instantanéité de la pensée. Et que ce rapprochement, au lieu d'égarer, on dit dis-moi lentement un texte, comme ça je pourrais le comprendre, on est quelquefois plus égaré par quelqu'un qui parle lentement, quelqu'un qui parle vite. Et ce spectacle, d'ailleurs, je vais le jouer à Bruxelles, la première semaine de novembre, donc c'est un spectacle qui a intéressé les gens, parce que cette vitesse pour dire un texte philosophique compliqué, finalement, retrouve une lumière à cause de rapprochement avec la pensée. Et le but de ce spectacle que je présenterai en mars, c'est de vous proposer quelque chose qui soit une espèce de cartographie de la façon dont on pense. Et que j'espère qu'en le disant, vous allez vous-même retrouver cette espèce de circulation à l'intérieur de choses très profanes et d'autres très philosophiques ou spirituelles. Voilà, c'est l'essai qui va être fait en mars. Voilà. Bon, puisqu'on est dans la création, on fait 2 reprises. Vous savez qu'on a monté le Voyage sur place, vous avez peut-être vu, et qu'on a monté presque tout l'univers, vous avez peut-être vu, qui sont l'histoire de l'enfance de 2 artistes, l'un Alain Reynaud, qui est Claude, qui est nouveau-né, et qui dirige le pôle cirque de Ronald, et puis Christian Carignon, qui dirige la Ville à Marseille, qui est une spécialiste d'objet. Ils ont tous les deux eu une enfance assez incroyable, et l'un au Bourget et l'autre dans la menuiserie de son père, et on a fait un spectacle où lui, l'auteur, sa vie, dit son texte, et moi, comédien, lui vole, ce que fait tout comédien. Le comédien, il fait tout dans l'histoire des autres, et il dit il se l'approprie. Quelquefois, il fait un zèle qui fait qu'on a plus l'impression que c'est l'histoire du comédien que celle de l'auteur, qui forcément, lui, est inhibé par une espèce de plusieurs. Donc ces 2 spectacles, pour moi, sont un diptyque, c'est la même forme, même si c'est complètement différent. On va les présenter rapprochés en janvier.
d'abord sur place et après ce que je veux dire, parce qu'on va jouer à Lanche une semaine après à Marseille. Ça, c'est plutôt romantique. Et puis, nous, on joue aux ATP cette année, c'est-à-dire qu'on a fait une spectacle extérieure qui est, elle s'appelait Phèdre, de Jean-Marie Boucaret, qui a mis en scène à Bayonne, deux comédiennes qui se confrontent à un texte en alexandrin qui est Phèdre, de Jean Racine, et qui font un aller-retour entre leur vie de comédienne, leur vie de femme, et puis ces personnages comme ça, un petit peu passionnés et forts. Elle joue aussi des personnages masculins. Et donc, c'est un spectacle que moi j'ai été voir à Biarritz, c'est qui vient ici, là vous verrez la date, c'est quand En novembre. En novembre. Voilà. Fin novembre. Pardon? Fin novembre. Voilà, ça sera joué 2 ou 3 fois. Jeudi 13 et vendredi 14. Voilà, 2 fois. Donc, c'est le raté pour lui, pour voir 2. C'est un beau spectacle sur justement on dit depuis le début, c'est-à-dire que nous, de même que enfin je pense que c'est des généralités que la photographie a délivré la peinture de son rôle figuratif. Je pense que le théâtre ne raconte plus, n'est plus seul à raconter des histoires, le cinéma le fait très bien, donc le théâtre commence à raconter le théâtre, et donc c'est assez passionnant de voir cet aller-retour entre ces filles qui ont un parler quotidien, qui tout d'un coup vont parler en alexandrin et qui sont assises, et un texte aussi majeur. Voilà. Et ce débat, il est vraiment intéressant. Je vous invite donc à venir le voir. Alors, comme je vais parler de choses nouvelles, alors ça s'appelle des improvisés. Alors le débat qui est sur l'improvisation, c'est que moi je m'aperçois que l'improvisation, tout le monde dira les improviser. Qu'est-ce que c'est génial, improviser. Il y a un mystère autour de l'improvisation, et en même temps, il n'y a pas de truc d'improvisation, à part la limite d'improvisation qui est une forme très spéciale. Mais l'improvisation, on n'en voit pas. On fait de temps en temps un exercice dans des stages, alors que l'improvisation, c'est génial. Et il y a plusieurs définitions de l'improvisation. Soit c'est improviser complètement quelque chose, soit c'est agencer différemment des choses qu'on sait. Si j'ai un numéro, quelques tours, quelque chose de poème, des chansons, je peux les agencer de façon différente. C'est ça l'improvisation en faisant des phrases autour. Moi, je crois qu'il faut repenser à l'improvisation. Et je pense qu'il faut aussi inventer des soirées avec les spectateurs où on ne soit pas... parce que des spectacles, c'est génial, mais beaucoup de spectacles aussi ne nous satisfont pas complètement, parce que c'est vrai qu'on a envie aussi d'autres rapports. Maintenant, on est devenu des spectateurs avertis, on a envie de rentrer dans la cuisine, on a un peu envie d'être plus libre, on a envie... Le zapping nous a appris à ne plus pas être puni, à être coincé dans un truc pendant 2 heures, où on sait dès le début que ça va finir comme ça. Donc, peut-être inventer, peut-être aussi se passer la figure, mais inventer des formes de relations avec le public différentes. Y compris, si on invite, bon, par exemple, moi je vais sans doute inviter Alain Reynaud à improviser sur la grotte Chauvet. Vous savez que la grotte Chauvet, la plus vieille, 30 000 ans, Lascaux c'est 18 000. Le facsimilé de la grotte Chauvet va être inauguré en avril. Et j'ai rencontré l'architecte, j'ai visité le truc, et c'est absolument incroyable de voir tous ces corps de métier qui refont in extenso la grotte. Et donc, je pense que je vais faire une soirée improvisée, où il y aura effectivement Alain qui improvisera parce qu'il a visité en tant que clown, et puis aussi l'architecte qui l'a bâti. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas être dans l'interview, comme il a l'air assez original, c'est d'être aussi dans des formes de relations publiques autres. Alors, une autre improvisée, c'est justement dans Boucaret, puisqu'il est là, je me dis, tiens, on va faire une improvisée autour de toi pour travailler l'implantation au Pays Basque. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il a monté Tchekhov en Basque, il a pas mal. Et donc c'est intéressant aussi d'inviter, de parler un peu de son travail d'implantation là-bas. Mais je l'évoquais aussi, pourquoi ça n'a rien à voir avec avant. J'ai perdu le fil de ce qu'il y avait comme avant. Hein? La grotte. La grotte, il y a un rapport. Hein. Oui, alors voilà, c'est ça. C'est que en décembre dernier, on a fait un échange ici avec Jean-Marie Boucaret qu'on a enregistré, et où on a discuté sur une implantation de théâtre, avec le ton suffisant des gens qui discutent. Et on a dit, tiens, ce texte, on va le taper, et on va le reprendre, et on va essayer de se déplacer au niveau de la forme. Et on s'aperçoit qu'il se passe autre chose, que ce qu'on a dit devient plus intéressant que ce que ça avait l'air.
parce que finalement, nous, on avait une espèce de forme convenue qui était liée. Et justement, si je reçois un gars comme cet architecte, il y a beaucoup de choses à dire, mais pas d'avoir cette forme convenue de soirée art et Gallo avec le gars même très compétent qui en parle, et d'essayer d'inventer d'autres relations avec le public. Après tout, c'est notre métier, il faut qu'on invente aussi d'autres relations avec le public. Voilà ce qu'on essaiera de faire dans cette improvisation. Autre chose, dans les improvisés, Joubert, c'est mon grand-père, il est quand même, il parle de sa famille, il n'est pas d'accord de choses à faire quand même. Moi je me suis dit, j'ai envie de rendre hommage à cette guerre de 14, il y a qui vont en parler. Quelle est la manière de rendre ce côté universel? C'est de se retourner, regarder dans sa famille s'il n'y a pas quelque chose. Et j'ai trouvé les carnets de mon grand-père Joubert, qui était artilleur en 14, il a écrit pendant 4 mois un carnet que j'ai fait taper, et on va travailler autour de ça avec les 2 autres comédiens de ma famille, parce qu'on est une famille de comédiens de 3 professionnels. Du coup, les autres frères, parce qu'on est 8 frères et sœurs, on dit mais pourquoi nous on dirait pas, c'est notre grand-père. Et mes neveux ont dit mais oui, mais nous c'est notre grand-père, on ne le connaît pas, ça serait bien qu'on le connaisse. Donc on va avoir une avalanche de gens de la famille qui vont, ça va devenir une truc familial horrible. Mais en même temps très intéressant parce que il y a deux petites filles qui font de la danse et qui vont improviser sur là. Il y a un neveu qui a fait un travail de création du son, de bande sonore, il va travailler aussi là-dessus. Peut-être que c'est ça, les improviser. Peut-être bâtir cette soirée, voilà. Joubert, moi je me projette ça, mais il a arrêté au bout de 3 mois d'écrire. Parce qu'au début, ils sont tout contents, c'est pas un coup à faire au fusil. Et puis, les dernières pages, ça commençait à être terrible. Et là, il a arrêté. Et moi, je pense que sûrement c'est plus trivial, il n'a pas eu le temps, etc., mais je pense que l'horreur n'était pas loin. Donc, j'ai envie d'écrire. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'a pas écrit pour être lu 100 ans après, ici, dans ce théâtre. Mais c'est comme Hollywood à certains moments. Il dit, et le canon gronde toujours, que de casques et de képis doivent tomber en ce moment. À 1 heure, nous avons vu une éclipse de soleil. C'est Vénure. Avec le tonnerre qui est quand même Christ meurt, avec les machins, tout ça. Donc ça veut dire qu'en même temps, on est dans le quotidien, la terre, etc. On est en même temps dans le cosmique, on est surtout dans l'amitié. Vous verrez ce qui est assez incroyable, si vous tenez par l'amitié entre eux, avec le désespoir de perdre leurs camarades. Donc moi je suis assez heureux d'avoir trouvé ça, parce que c'est vrai qu'il y a des lettres extraordinaires de Poilus, c'est fait beaucoup, etc. Comment moi je pouvais trouver à témoigner en tant qu'artiste ayant un théâtre, j'ai pris le risque de ça, la Première Guerre mondiale, la sortie du 11 août, 30 septembre 1987. On a dit les choses qui marchent, qu'on a envie de reprendre, c'est il y a toujours plus, vous savez qu'en fait, sans en avoir l'air, tout en ayant l'air, on est un théâtre permanent de jeunes publics. Il y a 40 représentations par an ici, de spectacles qui sont créés ici par l'équipe de lecture. C'est Gilles, qui sont là. Et de toute façon, on est très libre, donc pendant que le patron fait le discours, ils sont pas là. Il y a Jacques, il y a Gilles. Ah, ils sont là, dans la maison. Donc cette année, c'est les contes celtiques. Je ne vous dirai pas les titres, je suis incapable de les prononcer. Je pense qu'il y aura une séance de travail rien que sur la prononciation, dans le début. Mais c'est assez passionnant, chaque année c'est sur un pays, on visite le pays, c'est le sud-est asiatique. Et là c'est une atmosphère, c'est des contes celtiques. Et je trouve ça. Elle est là. J'aime bien que quand elle est concernée. Voilà. Gilles. Je suis là-haut, moi. Je suis là-haut. Voilà. C'est pas très sérieux parce que je pourrais prendre ça dans un théâtre de comédiens, dans le cadre. Mais on a tellement envie de communiquer quelque chose de très vivant aux enfants qu'on est plusieurs, et même dans le deuxième partie, c'est simple. Il y a Loïc, voilà, mais Ouais. voilà. Pourquoi je voulais faire venir un truc t'embête, c'était que c'est les 20 ans de cette formule. Et c'est vrai qu'on nous dirait il y a 20 ans, tu vas faire des 40 spectacles par an, monter 60, 80 comptes. On dit non, pas question.
Donc c'est vrai que l'énergie, on la trouve souvent chez nous, chez la Nice, chez là, et surtout dans les spectateurs. C'est des gens qui par leur intérêt, leur envie, leur rire, nous encouragent. Je trouve que c'est ça, parce qu'à des moments on dit c'est bon, on arrête là. Et on continue avec plaisir. Jacques, il est décorateur défroqué. C'est-à-dire qu'en fait, il veut bien faire les décors s'il joue. Mais c'est quand même lui qui a fait le théâtre, les gradins qui ne sont pas confortables. Pas si inconfortable que ça, parce que, oui, toi aussi, c'est un gros œuvre. Mais toute la partie faire artistique, c'est lui qui l'a fait. On compte, on n'a pas tout ça à faire, mais faire un jour visite patrimonial. Parce que l'angle, c'est un truc chiant, mais l'angle, vous avez un angle calculé. C'est pas le truc de cirque comme ça, hein. C'est comme ça. Non, on peut vous endormir. Et le lieu, il a 32 ans. Donc les gradins, tout ça, ça a été penché comme tous vos états. Vous êtes resté aussi ce soir, mais on avait rien vu dessus pour dire regardez. Je crois que je vais rentrer, c'est pas venu. Elle est là-haut. Je transmettrai. Voilà, donc on ne sait pas, mais les cursus continuent. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? On a envie, tellement ça marche bien, et on a envie, on aimerait avoir un petit chapiteau par gros qui se pose, on va dans les cours, de récréation, de projet, et de spectacle. C'est quand même un rapport très forain au public, et ce lieu est si prête, mais en même temps, ça vient dans un lieu autre, si on peut dire ça, à développer. Alors finalement, au lieu d'arrêter, peut-être qu'on va développer. Voilà. Merci, Gilles, Jacques. Alors, il faut que je parle de ce qui s'est passé, de notre travail de sensibilisation au théâtre. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, par des stages que tu as vécu, mais ici, il y a une formation professionnelle. Et c'est vrai que la présentation de saison, c'est aussi la présentation des nouvelles recrues. Et quelle est la partie de cette formation? Le mot apprenti, je ne le voyais pas forcément comme valorisant, mais je pense que le mot apprenti doit se valoriser. Et depuis que j'ai vu que ma fille ingénieure était apprentie, c'était le nom qu'on donnait. Ça revalorise le mot apprenti. Et l'apprenti, c'est quelqu'un qui apprend sur le tas. C'est-à-dire que cette formation, elle est singulière parce qu'ils sont dans un théâtre, ils travaillent dans un théâtre, ils rencontrent le public à peu près toutes les 3 semaines avec différents pianistes. Hein. Ils sont associés à un auteur, qui est cette année Michel Deutsch, qui est un auteur qui a participé beaucoup à faire le théâtre en France, du TNS, donc j'aime beaucoup, et qui va venir les voir et une pièce, une présence sur ces textes. Alors la compagnie, je ne m'y connais pas, parce que je les ai choisis hier avec un jury important, puisque ces compagnies de formation fonctionnent par cooptation. Les anciens font partie du jury des nouveaux. Il y a l'ambiance. Et s'ils sont là, est-ce que vous pouvez descendre pour vous présenter? Donc si vous voulez les accompagner, vous avez plusieurs rendez-vous qui sont marqués sur le programme. Vous voyez leurs travaux. C'est toujours intéressant parce que c'est qu'on j'ai vu à cette curiosité sur le théâtre. Dans la lumière. C'est caché tout ça. Bonjour, c'est Elsa Pemaki. Bonjour, moi c'est Sophie Jordan. Et moi, Régis Fontard. Moi, c'est Jeanne Pelletier. Moi, c'est Tatiana Gusmerini.
Bonsoir, Camille Pélissère. Moi, c'est Albert Ruine. Bonsoir, Amine Mokhtari. Bonsoir, Lucie Chara. Bonsoir, Arel Marie. Il ne suit pas encore le silence. Mais bon, le travail va commencer cette semaine. C'est le choix d'une compagnie, dans la mesure où nous mettons en avant non pas des individus qui font partie d'une classe de formation, mais une compagnie, c'est-à-dire des gens qui vont apprendre aussi en pratiquant ensemble. Hein, il y a une thèse qui dit, par Stanislavski, il dit les élèves, il le dit mieux que moi, les élèves, la plupart des choses, il faut montrer aux élèves que la plupart des choses, ils peuvent les apprendre par eux-mêmes. Et que ce qu'ils apprennent par eux-mêmes est plus solide que ce qu'on dispense. Et en même temps, ils vont être croisés avec des gens prestigieux comme Jean-Pierre Magard, Jean-Marc Carré, Maréno, qui vont les initier à leur discipline et qui apportent quelque chose, mais sur un terreau qui est le leur. C'est-à-dire que c'est eux qui vont fabriquer leur formation par pour ça je parlais au début de rencontre de la pratique. Une praxie pour leur cerveau intellectuel. Et ils sont tous d'origine différente, âge, profession, qui fait qu'on retrouve aussi la troupe. Qu'est-ce que c'est qu'une troupe? C'est le mimésis du monde. C'est-à-dire que quand la vraie troupe, il y avait toutes sortes de gens qui fait que les gens dans la salle retrouvaient aussi le monde extérieur sur le plateau. Et les pièces étaient construites comme ça. Bon. Merci beaucoup. Vous avez autre chose à dire? Vous ne voulez pas, hein? Ah, merci. C'est génial d'avoir des jeunes comédiens passionnés dans un théâtre. C'est quelquefois très violent pour les comédiens qui travaillent parce qu'on a tendance à les gâter par des intervenants, par des partenariats, voilà, mais en même temps, c'est une source aussi de vitalité d'avoir des gens qui apprennent en même temps pratiquer, leur enthousiasme. C'est très important, c'est quand même un enthousiasme. Voilà. Alors, il y a l'atelier public aussi, vous pouvez vous inviter. En général, c'est honnêtement 50 personnes, mais j'ai 50 personnes les options théâtre, pour nous, c'est très important. Normalement, c'est un partenariat avec une compagnie et la compagnie va enseigner dans l'établissement scolaire. Nous, on a dit on a un théâtre, il faut le rouvrir le théâtre. C'est difficile la diffusion, parce que un spectacle qui arrive, il va à la place, il faut jouer, il va un outil. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas beaucoup de diffusion extérieure, parce qu'on a envie de faire la place à ces options. Et les options, à part la facultative qui est obligée de rester pour des raisons d'organisation, on court ici. Avec Estelle Fabre à la terminale, Alice Chenuc tout à l'heure, les secondes, Gilles est là, qui fait les secondes et les terminales et les facultatives, et les deux enseignants partenaires, parce que c'est génial ça. Enseigner à deux. Un luxe formidable et qui permet effectivement la liberté, c'est-à-dire que le comédien peut se lâcher, il est sous surveillance. Il y a une barrière de sécurité, parce que l'enseignant connaît les élèves, etc. Donc c'est formidable. Alors les deux enseignants, ils sont là, il y a François Besson qui est ici, comme vous le verrez, et un Mandon. La chance qu'on a et qu'ils ont, c'est en général des gens qui font le choix d'enseigner le théâtre, ce sont des militants du théâtre. Parce qu'il faut beaucoup de temps pour emmener les enfants lycéens au spectacle, parce que dans le cursus qui est génial, et là, pour l'entraînement, ils ne sont pas à l'abri de voir des spectacles ensemble, c'est de sortir beaucoup, de voir des spectacles à la Creuset, à la Réclamation, à Marseille, ici avec les ATP, et que c'est beaucoup de temps, beaucoup de problèmes d'organisation, et que c'est chouette parce que ça nous met aussi dans ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on signe l'enthousiasme. Si on n'est pas enthousiaste dans ces métiers-là,
ah là là, faire de routine dans le connaissance du mot, c'est pas possible. Les enseignants, ça ne peut jamais arriver qui feraient leur boulot comme ça. Ça serait terrible. Et c'est pas le cas. C'est-à-dire les anciens professeurs dans la salle. Michel Baudet, que je salue. Professeur d'espagnol qui a été élu et Bernard Pelac. Il continue à sévir. Donc les options, je pense que vous allez avoir déjà assez de choses. La semaine des arts. Comment? La semaine des arts. La semaine de l'option. Oui, la semaine de l'option, bah, c'est. À la fois, l'option, c'est quand même confidentiel, c'est-à-dire qu'il y a 12, 15 élèves qui pratiquent intensément le théâtre, et toute la masse des autres. Il y a eu des réformes, il y a eu une tentative de réforme, on allait supprimer l'option théâtre pour faire des interventions partout pour sensibiliser au théâtre. Moi, je défends Mordicus, qu'il y ait un noyau dur qui est la procuration des autres pour défendre le théâtre, mais par contre, il faut faire du prosélytisme. C'est-à-dire qu'il faut faire connaître le théâtre contemporain aux autres. C'est pour ça que dès 86, voilà, ça existe depuis 86 ce partenariat avec l'option. Dès 86, on a créé la semaine de l'option. C'est-à-dire qu'ils viennent jouer ici devant leurs camarades. Et il y a 3 représentations par jour pendant 4 jours. Ça veut dire qu'on aura beaucoup de gens. Et ça a été l'occasion unique de voir des lycéens qui ont écouté d'autres lycéens qui avaient des textes et s'apercevoir que ce n'était pas chiant, que c'était la langue très proche d'eux, que ça avait des thématiques qui les concernaient. Donc je pense qu'on a fait un travail de prosélytisme qui va dans le sens, à notre manière, de la réforme qui est en place, mais moi je défends qu'il faut continuer à avoir ce noyau dur et à avoir par contre des espaces pour pouvoir faire connaître les travaux. Mais vive le pilotage à deux comme ça, avec 320, c'était la polémique. Là, c'était pas passer de 3 à 2, là c'est passé à 5. Voilà, je vous remercie de votre. Je suis sûrement mis des choses, mais il y a des impôts et on peut éventuellement répondre à des questions.
Merci.